Merci beaucoup Benoît. Je suis évidemment content de pouvoir poursuivre ce cycle de conférences qui a été amorcé sur la thématique de l'état de droit et des algorithmes. Et je remercie Benoît bien sûr pour l'invitation. Et en continuité un petit peu des autres cours que vous avez eus, je voulais vous parler aujourd'hui des processus de décision automatisés sous un angle particulier. Benoît l'a dit, c'est un angle sur lequel j'ai davantage travaillé par le passé, qui est celui de la discrimination. Et alors le titre que je propose d'aborder aujourd'hui reflète une réflexion qui est en cours dans mes travaux, je vais vous en parler, et qui est le suivant: ce que l'algorithme fait à la discrimination, simple enjeu technique ou changement de paradigme. Alors pour être sûr qu'on puisse bien suivre le raisonnement, je suis désolé mais je suis obligé de passer par quelques précisions préliminaires inévitables pour qu'on s'accorde sur les termes que je vais employer dans la suite. La première précision préliminaire, c'est ce qu'est une discrimination. On n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas faire un cours sur la discrimination, mais retenez au moins de manière très concise que la discrimination, c'est trois choses. Et c'est à ça que je me référerai quand je parlerai de discrimination dans la suite du propos. La discrimination, c'est d'abord un traitement défavorable, le fait de traiter moins bien une personne qu'une autre, le fait de traiter moins bien un groupe de personnes qu'un autre groupe de personnes. Et ce traitement défavorable, il peut se manifester de différentes manières. J'en mentionne deux qui sont les deux principales. La première manière, c'est ce qu'on appelle une distinction directe. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes-là. Peut-être que certains ont suivi le cours d'approche juridique des discriminations. On parle de distinction directe quand on a une prise en compte explicite d'une caractéristique protégée, par exemple l'origine, par exemple le genre, par exemple l'orientation sexuelle. Pour vous donner un exemple très simple, c'est un cas fictif, je ne dis pas que c'est la réalité. Vous pouvez penser au cas de Amazon, qui va utiliser un dispositif d'aide à la décision en matière de recrutement. Et ce dispositif d'aide à la décision, il va automatiquement écarter toutes les candidatures de femmes, en se fondant exclusivement sur le genre. Ici, on a une prise en compte explicite du genre. Pour adopter un traitement défavorable, on est dans le cadre de la distinction directe. Et puis, vous allez avoir une autre manifestation du traitement défavorable qui est possible. C'est lorsque on a une distinction indirecte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prise en compte explicite d'une caractéristique protégée, le genre, l'origine, l'orientation sexuelle. On va prendre en compte un autre critère qu'on qualifie d'en apparence neutre, par exemple le temps de travail, mais la prise en compte de ce critère en apparence neutre va quand même engendrer un désavantage particulier pour certains groupes de personnes, par exemple les femmes. Autre exemple fictif pour illustrer la distinction indirecte, vous avez Amazon, toujours, qui va utiliser un dispositif d'aide à la décision. Simplement, ce dispositif d'aide à la décision, il ne va pas trier les candidatures en fonction du genre, mais en fonction du fait que les candidats, il va exiger que les candidats aient accompli 5 ans de travail à temps plein lors des dernières années. C'est un critère en apparence neutre, on ne prend pas en compte un motif de discrimination, néanmoins, vous le savez, il y a une concentration des femmes particulière dans les emplois à temps partiel. Donc si on prend en compte ce critère-là, ça va avoir pour effet d'écarter de manière disproportionnée les profils des candidates, en l'occurrence des femmes. Donc ça, c'est pour la première chose. La discrimination, c'est d'abord un traitement défavorable. Deuxième chose qui est aussi très importante, c'est un traitement défavorable qui est injustifié. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas pouvoir être justifié par la poursuite d'un objectif légitime et ce qu'on appelle des moyens nécessaires et appropriés. En l'occurrence, il doit être proportionné. Si vous avez un traitement défavorable qui poursuit un objectif légitime et qui emploie des moyens nécessaires et appropriés, qui est proportionné, alors ce ne sera pas une discrimination. Et quand je parle de discrimination, je ne parle donc pas simplement de traitement défavorable, mais bien de traitement défavorable injustifié. C'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup oublier quand on en parle, on va dire, de manière non juridique. Lorsqu'on ne parle pas de la notion juridique de discrimination, mais lorsqu'on envisage dans les relations sociales, on va avoir tendance à parler très facilement de ce terme-là, sans forcément envisager le fait que le traitement défavorable doit être injustifié. Je vous donne un exemple. Vous avez dans un foyer d'accueil de femmes victimes de violences conjugales, un staff, une équipe qui va être composée exclusivement de femmes, et les personnes qui gèrent ce foyer-là vont volontairement recruter que des femmes. L'objectif qui est poursuivi, c'est la protection des femmes victimes de violences conjugales, parce qu'on souhaite leur créer un cadre post-traumatique qui va éviter précisément, qui va leur permettre d'avoir une forme de safe space. Si on considère qu'il n'y a effectivement pas de moyens moins attentatoires aux droits des candidats que celui-ci pour atteindre cet objectif-là,
alors on va considérer qu'il s'agit d'un traitement défavorable justifié, et donc il ne s'agira pas d'une discrimination. Et puis la troisième composante de la définition, c'est évidemment le fait que ce traitement défavorable injustifié, il doit être apprécié au regard d'un motif de discrimination. Je ne m'attarde pas, je pense que vous les connaissez pour la plupart, vous allez trouver ces caractéristiques protégées, ces motifs de discrimination dans le droit européen, les directives européennes, et puis aussi dans les législations nationales. Là j'ai repris simplement quelques motifs qui sont mentionnés dans les lois fédérales belges, sur la discrimination. Donc vous avez le sexe, le genre, la nationalité, l'origine, l'état civil, le handicap, l'âge, etc. Donc ça, c'est la première précision que je voulais faire. Quand je parle de discrimination, je parle de ça. La deuxième précision que je suis obligé de faire avant de commencer l'exposé, c'est de vous dire ce que j'entends par droit de la non-discrimination, ce que l'on entend classiquement par droit de la non-discrimination, puisque c'est aussi une formule à laquelle je vais faire beaucoup référence. Quand on parle de droit de la non-discrimination, en réalité, on parle d'un corpus de textes, des énoncés, ça peut être des énoncés constitutionnels, des énoncés législatifs, des énoncés réglementaires, de la jurisprudence, et ce corpus de textes va préciser différents éléments, notamment les éléments suivants, va préciser l'interdiction de la discrimination, sa portée, dans quel domaine elle est interdite, en matière d'emploi, de santé, de logement, de biens et services, etc. Il va y avoir aussi des précisions sur les différents motifs, qu'est-ce qu'on doit entendre par genre, qu'est-ce qu'on doit entendre par identité de genre, par état de santé, par handicap. Et puis, il va y avoir des précisions sur les différents types de discrimination. Je vous ai parlé de discrimination directe, indirecte. Il y a aussi le harcèlement discriminatoire, l'injonction à la discrimination, entre autres. On va trouver d'autres précisions sur les justifications admissibles des traitements défavorables. Là, je vous l'ai dit juste avant, la question de l'absence de justification, c'est une composante importante de la notion de discrimination. Et vous allez avoir, dans ce corpus de texte du droit de la non-discrimination, différentes précisions qui nous expliquent certaines situations dans lesquelles la justification est admissible. Par exemple, en matière d'emploi, on a ce qu'on appelle l'exigence professionnelle essentielle et déterminante. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, refuser d'engager quelqu'un en raison de son état de santé, si vous considérez que cet état de santé, en réalité, conditionne et corrélé à une capacité qui est essentielle pour l'accomplissement de la fonction. Par exemple, si vous recrutez, et je vais en parler, des coursiers à vélo, vous avez besoin, pour accomplir la fonction, que la personne que vous recrutez soit mobile et une certaine motricité. Et si son état de santé le prive de cette motricité, alors vous pouvez adopter un traitement défavorable fondé sur l'état de santé. Ce sera considéré comme justifié. Vous avez d'autres précisions dans ce corpus de texte, je ne m'attarde pas, des voies d'action spécifiques, ce qu'on appelle des actions de substitution, quand un syndicat agit à la place de la victime, des actions de groupe qui n'existent pas en droit belge, mais qui existent en droit français, en droit néerlandais, où des victimes se rassemblent entre elles pour contester une discrimination qu'elles subissent ensemble. Des voies extrajuridictionnelles, vous allez pouvoir agir devant UNIA, devant l'IEFH. Il y a d'autres énoncés qui précisent les règles de preuve spécifiques. Je m'y attarderai un peu plus par la suite, mais ayez bien en tête qu'en matière de non-discrimination, la charge de la preuve, elle est adaptée. Vous ne devez pas rapporter une preuve complète de la discrimination. Vous devez apporter une présomption de discrimination, des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Vous avez d'autres énoncés qui précisent des modes de preuve admissibles, les tests de situation par exemple, et puis vous avez encore d'autres énoncés qui institutionnalisent des organes spécifiques dédiés à la lutte contre les discriminations. Donc quand je parle de droit de la non-discrimination, je parle de ce corpus de texte-là, qui fixe toutes ces règles. Sachant qu'il y a une fonction commune à ce corpus de texte, qui est la suivante, c'est le fait d'organiser un contrôle le plus souvent a posteriori de certaines inégalités apparentes de traitement par rapport à des caractéristiques protégées, on l'a vu. Et donc c'est ce droit-là, ce droit de la non-discrimination, qui est classiquement mobilisé pour contester des actes qu'on va essayer de faire qualifier de discrimination. Alors, une fois que ces précisions sont faites, je vais pouvoir commencer à parler du fond de l'exposé d'aujourd'hui. Le titre que j'ai donné, c'est donc ce que l'algorithme fait à la discrimination, simple enjeu technique ou changement de paradigme. Et en réalité, aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous une transformation technologique qui est importante, qui est en l'occurrence le fait de recourir de manière de plus en plus récurrente à des décisions automatisées. Et notamment, je vais me centrer sur certaines décisions automatisées qui sont partie intégrante du mode de gouvernance numérique interne des plateformes, les plateformes que vous connaissez tous, Uber, Deliveroo, Foodinho et bien d'autres. Et plus spécifiquement encore, je voulais vous parler des conditions de licenciement discriminatoires, d'accès à l'emploi discriminatoire. Et donc je vais envisager un droit fondamental qui est le droit à la non-discrimination, le droit de ne pas subir de discrimination.
Et alors, je vous l'ai dit, je travaille ces derniers mois sur ces questions-là. Et plus que des conclusions définitives, ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est plutôt une interrogation que j'ai sur les modalités de garantie de ce droit, le droit à la non-discrimination, face à cette transformation technologique, le fait que les plateformes recourent de plus en plus à des décisions automatisées dans le cadre de leur mode de gouvernance pour gérer notamment leur personnel. Alors ça ne veut pas dire que le droit de la non-discrimination sert strictement à rien, simplement, au regard des premières décisions qu'on va envisager ensemble, il semblerait que ce n'est pas le seul instrument. Et l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que ce droit de la non-discrimination devient obsolète pour contester des discriminations algorithmiques ou plus exactement des discriminations automatisées. Donc, si on doit choisir quelques questions que je me propose d'aborder, ce seraient les suivantes. Est-ce que l'approche classique par le droit de la non-discrimination est suffisante ou non pour contester les discriminations automatisées? Ou alors, est-ce que ce droit de la non-discrimination cède le pas à d'autres instruments, notamment un instrument dont on vous a déjà parlé, qui est le RGPD de 2016 de l'Union européenne, le règlement général sur la protection des données personnelles? Et si oui, si le droit de la non-discrimination cède le pas à ce nouvel instrument, concrètement, qu'est-ce que ça change? Dernière précision préliminaire, avant de commencer les cas d'étude. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la question de savoir si dans les différentes législations nationales, les travailleurs des plateformes doivent être considérés comme des salariés ou comme des indépendants. Vous le savez sans doute, mais là ça dépend vraiment des ordres juridiques nationaux. Je vous renvoie ici au travail qui est fait par le Digital Platform Observatory, qui recense tous les contentieux, au moins en Europe, qui sont récents sur la question. Vous l'avez peut-être vu en Belgique, récemment il y a eu une décision qui va plutôt dans le sens de la considération des travailleurs des plateformes sous l'angle des travailleurs indépendants. Au Royaume-Uni, on a eu une décision en février 2021 de la Cour suprême qui considère que les travailleurs des plateformes sont des salariés. Et donc là, ça dépend vraiment des ordres juridiques nationaux, et moi je vais me positionner par rapport à plusieurs ordres juridiques, donc je ne vais pas détailler ce point-là. Sachez simplement qu'il y a une proposition de directive qui a été formulée par la Commission européenne le 9 décembre 2021 sur cette question, qui est relative à l'amélioration des conditions de travail des personnes travaillant via une plateforme de travail numérique. Et cette proposition de directive, qui n'a pas encore été adoptée, eh bien, elle propose de mettre en place une présomption de salariat lorsque vous avez 2 des 5 critères suivants qui sont remplis. Donc elle fixe 5 critères, et si vous en avez 2 sur les 5 qui sont remplis, alors on doit considérer que le travailleur est dans une situation de salariat. Le premier critère, c'est le fait que la plateforme fixe le niveau de rémunération, c'est quasi systématique. Le deuxième critère, c'est le fait que la plateforme impose aux travailleurs des contraintes spécifiques. Vous les voyez tous les jours passer, les livreurs dans la rue, ils ont des vêtements spécifiques, ils ont un sac à dos avec le logo de Deliveroo, avec le logo de Uber Eats, etc. Ces 2 seules conditions-là suffisent à considérer qu'on a une présomption de salariat. Et puis vous avez d'autres critères alternatifs qui sont proposés par la Commission. Le fait que la plateforme supervise l'exécution du travail. Là aussi, je vais vous en parler, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent et c'est une supervision qui est extrêmement prononcée, qui va dans les moindres détails. Le fait que la plateforme applique des sanctions aux travailleurs, organise son travail ou limite sa liberté de choix des horaires et absences. Je vais aussi vous en parler pour le cas de Deliveroo, c'est quasi systématique. Et autre critère, le dernier, le fait que la plateforme limite la constitution d'une clientèle propre. Pour en revenir à donc mon questionnement, je vais essayer de le traiter avec une approche dont on vous a déjà parlé, qui est assez classique pour le centre Perelman et qu'on qualifie d'approche pragmatique. Ce qui implique 2 choses. La première, c'est de partir de cas d'études, de cas d'espèces, et je vais vous proposer de commenter 4 décisions qui sont extrêmement récentes, qui ont, je crois, 16 mois pour la plus ancienne. Et l'autre dimension de l'approche pragmatique, c'est essayer d'identifier les instruments juridiques qui vont permettre notamment de contester, pour ce qui me concerne, une discrimination. Donc en partant de la pratique, qu'est-ce que ces affaires nous enseignent sur les voies de contestation, les outils de contestation des discriminations? Et alors, je vais proposer 4 cas d'études et je vous propose un raisonnement en 4 actes, si vous voulez. Avec acte 1, l'espoir. L'espoir, pour les gens comme moi qui travaillent sur le droit classique de la discrimination, l'espoir d'une effectivité de ce droit-là, de ce corpus de texte pour dénoncer les discriminations automatisées. Acte 2, le doute. Le doute sur l'opérationnalité de ce droit classique pour contester les discriminations automatisées, notamment avec des obstacles au stade de la preuve qu'on rencontre facilement.
Acte 3, la sensation de bascule, où on va voir l'émergence de nouveaux outils, de nouveaux instruments, notamment le RGPD, pour contester ces discriminations automatisées. Et acte 4, l'avènement du RGPD, avec un point d'interrogation, puisque je vous le rappelle, et vous devez systématiquement l'avoir en tête tout au long de l'exposé, je commande des décisions qui sont extrêmement récentes, qui ont eu lieu ces 16 derniers mois. Par conséquent, je peux vous fournir pour l'instant que des impressions, et on peut en débattre à la fin de cet exposé, mais ces impressions-là, elles devront être confirmées par les évolutions jurisprudentielles au fur et à mesure. Et donc, on va essayer de voyager un petit peu dans différents ordres juridiques pour rendre ce cheminement un petit peu plus agréable. Sans plus tarder, donc, je commence avec l'acte 1, l'espoir. L'espoir d'une effectivité de ce droit de la non-discrimination face aux pratiques discriminatoires des plateformes. Et cet espoir, il était permis à la lecture d'une première décision que vous connaissez peut-être, qui est une décision du tribunal ordinaire de Bologne qui a été rendue le 31 décembre 2020. C'est la plus ancienne que je vais commenter. Et qui concernait l'entreprise Deliveroo. Et dans cette décision-là, on a eu la sanction d'une faille dans la conception d'un algorithme de scoring qui était utilisé par cette entreprise Deliveroo. Alors tout de suite, on a eu beaucoup de commentaires, un enthousiasme de la doctrine dans les revues pour expliquer que c'était super, on pouvait contester les discriminations imputables aux plateformes par le biais du droit de la non-discrimination, que ça marchait, qu'il n'y avait pas d'obstacle technique. Et c'est ce que je vais présenter ici, mais les cas suivants vont permettre de nuancer un petit peu cet enthousiasme-là. Malheureusement ou heureusement, c'est juste une question d'adaptation, on en parlera à la fin. Alors, en ce qui concerne les faits, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais Deliveroo avait mis en place un système de scoring, de notation et de classement de ses livreurs qui conditionnait, on va dire, l'accès à l'emploi. Et ce classement des livreurs, ce scoring des livreurs, était fait sur la base de deux indicateurs essentiels. Vous aviez tout d'abord un indicateur de fiabilité, qui est mesuré en pourcentage et qui est appelé attendance sur cette slide. Et ici, vous devez savoir que pour le fonctionnement de Deliveroo, au début de chaque semaine, les livreurs doivent se connecter le plus souvent par le biais d'une application, le lundi. Ils se connectent à cette application et en se connectant, ils ont une obligation de choisir les plages horaires de travail qu'ils vont effectuer dans la semaine et les zones de livraison dans lesquelles ces plages horaires de travail vont être accomplies. L'indicateur de fiabilité prenait en compte tout simplement la fiabilité des livreurs à assurer leurs engagements. C'est-à-dire que si vous aviez un livreur qui signalait moins de 24 heures avant que ne commence une plage horaire qu'il avait réservée, par exemple le mercredi entre 10h et 14h, s'il signalait son impossibilité à l'assurer moins de 24 heures avant, il perdait des points. S'il se connectait dans la zone de livraison qui était prévue pour effectuer cette plage horaire de travail plus de 15 minutes après qu'elle a commencé, il perdait aussi des points. Et donc ces deux éléments-là permettaient de calculer, sous forme de pourcentage, la fiabilité de chaque livreur et de lui attribuer un score de 0 à 100%. Et vous aviez un deuxième indicateur qui s'y ajoutait, qui est un indicateur de participation, qui est appelé ici Super Peak Participation. Et en gros, ce qui était pris en compte ici, c'était la disponibilité des livreurs pour aller effectuer des courses les soirs de fin de semaine, pendant les heures de rush, les heures de haute activité, donc le vendredi soir, de 19h à 22h, le samedi soir, de 19h à 22h, le dimanche soir, de 19h à 22h. Si le livreur était disponible à ces plages horaires-là de travail, il gagnait des points. S'il n'était pas disponible, il n'en gagnait pas. Et donc, vous avez donc 3 créneaux importants de travail de haute activité par semaine. Cet indicateur, il était calculé sur la base de manière glissante, sur la base des 4 dernières semaines, à raison de 3 créneaux horaires par semaine. Vous avez donc un indicateur entre 0 et 12. Vous voyez ici que dans le premier exemple, on a 10 sur 12. La personne était disponible à 10 de ces créneaux sur les 12, et l'autre à un seul. Et vous aviez un algorithme qui est appelé Frank, qui calculait donc ces deux indicateurs pour attribuer le score à chaque livreur. Alors Frank, c'est d'abord un algorithme que Deliveroo qualifie de Super Smart Algorithm, donc un algorithme super intelligent, qui a une fonction initiale qui n'est pas une fonction de scoring, qui est une fonction de dispatching, d'optimisation de la force de travail à disposition de Deliveroo. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui, en fonction de différents paramètres, va affecter au mieux les différents livreurs dans les différents restaurants, sur les différentes commandes. Et donc il prend en compte le type de plat commandé, la localisation du restaurant, le temps de cuisson du plat, le nombre de commandes à l'intérieur, enfin le nombre de plats à l'intérieur d'une commande,
le lieu où se trouvent les cyclistes les plus proches du restaurant, le lieu de livraison, etc. Et donc c'est d'abord un algorithme de dispatching, et si vous voulez savoir pourquoi Deliveroo l'a appelé Franck, vous trouvez tout ça. C'est précisé sur le site internet de Deliveroo. Et en l'occurrence, c'est une dédicace à un personnage, à un acteur qui s'appelle Danny DeVito, qui, dans une série que je n'ai pas vue en toute honnêteté, dans un sitcom, voilà, dans le sitcom Taxi, incarnait le personnage de Louis, donc le premier algorithme qui avait été développé par Deliveroo, s'appelait Louis, en référence à ce personnage-là incarné par Danny DeVito, qui était chargé, dans le sitcom Taxi, du dispatching des chauffeurs de taxi sur les différentes courses. Et donc, quand, en 2017, je crois, Deliveroo a amélioré son algorithme, ils ont décidé toujours de faire référence à des personnages incarnés par Danny DeVito. En l'occurrence, ils l'ont appelé Frank, puisque c'est un personnage qu'il incarne dans une série que je ne connais pas non plus, mais peut-être que ce sera votre cas, qui s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia. Et donc Frank, sa fonction principale, c'est un algorithme de dispatching. Et il a donc une fonction secondaire qui est un algorithme de scoring, tout simplement parce que ça permet, ce scoring est essentiel pour pouvoir affecter les travailleurs à certaines shifts. Et donc cette tâche secondaire est en réalité essentielle pour le dispatching lui-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le score attribué au livreur, il est important pour deux choses, l'accès à l'emploi et la qualité des conditions de travail. Et c'est pour ça que je vous en parle sous l'angle de la discrimination. Puisque je vous l'ai dit, tous les lundis matins, enfin tous les lundis en l'occurrence, les chauffeurs doivent se connecter, les livreurs doivent se connecter à une application, et en fonction de leur score, ils peuvent se connecter plus ou moins tôt. Vous avez une première session de choix des plages horaires de travail et des zones de livraison qui est ouverte à 11h du matin, pour les 15% des livreurs qui ont le meilleur score. Et alors eux, généralement, ils peuvent choisir 40 heures de travail par semaine, donc plutôt des bonnes semaines, et les zones de livraison qu'ils veulent. Que ce soit parce que ces zones de livraison sont proches de leur domicile, que ce soit parce que ces zones de livraison sont centrales et donc il y a plus facilement des commandes importantes, parce qu'elles sont mieux aménagées pour se déplacer en vélo. Quelle que soit la raison, ils choisissent de manière prioritaire le nombre d'heures de travail, en moyenne 40 heures, et les zones de livraison de leur choix. Vous avez une deuxième session de choix qui est ouverte à 15 heures, pour les 25% de livreurs qui avaient un score moyen. Donc ceux-là, généralement, ils pouvaient choisir que 20 heures de travail par semaine, dans les zones de livraison qui n'avaient pas été choisies par les 15% de livreurs les mieux classés. Et puis, sinon, c'est pas drôle, vous aviez une troisième session de choix, qui était ouverte à 17 heures, pour 60% des livreurs, qui étaient considérés comme ayant les moins bons scores. Et alors eux, la difficulté, c'est qu'ils pouvaient choisir en moyenne que 3 ou 4 heures de travail par semaine, dans les zones de livraison qui n'avaient été choisies ni par les 15% les mieux classés, ni par les 25% avec les scores moyens. Ce qui veut dire que ça vous laisse les zones qui sont en périphérie des grandes villes, qui sont mal aménagées, où c'est galère, c'est compliqué de circuler en vélo. En clair, pour faire le lien avec la discrimination, on avait un dispositif qui engendrait un désavantage particulier pour certaines personnes par rapport à d'autres. On n'a pas de prise en compte d'un critère explicite, d'une caractéristique protégée, d'un motif de discrimination. On a des critères en apparence neutres, l'évaluation des performances, qui vont néanmoins engendrer des désavantages particuliers pour des groupes protégés. Et c'est ce que nous dit le tribunal ordinaire de Bologne dans sa décision. Pour les personnes dont les indices de participation et la fiabilité étaient affectés en raison de leur participation à des mouvements de grève, à des réunions syndicales, discrimination indirecte fondée sur l'activité syndicale. Pour les personnes dont l'état de santé, le handicap, ne permettait pas d'avoir des disponibilités les soirs de fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, tard, discrimination indirecte fondée sur l'état de santé ou le handicap. Pour les personnes qui ont une situation de famille qui rendait compliqué le fait d'être disponible à ces moments-là, parce qu'il s'agit de parents de famille monoparentale ou parce qu'il s'agit de proches aidants, discrimination indirecte fondée sur la situation de famille. Et dans sa décision, c'est ce que dit le tribunal de Bologne, son argument principal, c'était la discrimination indirecte fondée sur les activités syndicales, puisque le recours, en fait, était porté par des syndicats de travailleurs et consistait à dire, principalement, on a des activités syndicales les soirs de fin de semaine, on organise des mouvements de grève en prenant en compte l'absence de participation des livreurs à ces créneaux-là, vous engendrez un désavantage particulier pour ceux qui sont mobilisés pour améliorer les conditions des travailleurs des plateformes. Et donc, dans son jugement, le tribunal de Bologne a une analyse qui est assez fine de l'effet défavorable. Il qualifie le dispositif de discrimination indirecte pour ces différentes raisons. Ce qui est important, c'est qu'il va le sanctionner, il va mobiliser le droit de la non-discrimination classique de l'Union européenne et le droit italien. Il va considérer qu'en réalité, Deliveroo aurait dû aménager
son dispositif pour tenir compte des raisons pour lesquelles les livreurs devaient annuler moins de 24 heures avant qu'elle commence une plage horaire de travail parce qu'ils étaient tombés malades, et que si Deliveroo ne le faisait pas, ça engendrait donc ce désavantage disproportionné qui n'était pas justifié. Et elle va, cette juridiction, sanctionner Deliveroo à 50 000 € de dommages-intérêts. Donc là, on peut se dire que c'est très bien, c'est super, le droit de la non-discrimination est opérationnel, on peut l'utiliser pour contester, pour attaquer les plateformes en justice, contester les discriminations automatisées, algorithmiques. Bon. Mais il y a un élément qui est central à la résolution du litige sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est le fait qu'il y avait des éléments de preuve écrits qui étaient facilement accessibles. Puisque le fonctionnement de Franck, le fonctionnement de l'algorithme, de dispatching et de scoring, était explicité directement dans les clauses des contrats types des livreurs et sur le site internet de Deliveroo dans la partie foire aux questions. Et donc là, ce sont des extraits de la décision du tribunal ordinaire de Bologne qui montrent que la qualification de discrimination indirecte, elle est bien fondée sur ces éléments de preuve écrits. Donc les salariés, les syndicats, les salariés, les travailleurs des plateformes avaient accès à ces éléments-là, ce qui leur a permis d'obtenir gain de cause sur le terrain de la discrimination. Néanmoins, il y a d'autres personnes qui vous en ont parlé dans les dans les conférences précédentes. Cette situation, elle est relativement marginale dans la mesure où, dans de nombreux cas, on est face à une forme de boîte noire, on a une certaine opacité qui fait que on n'a pas nécessairement conscience, on ne dispose pas des éléments, ils ne sont pas accessibles systématiquement. Ces éléments qui nous permettent de comprendre quel est le processus, comment fonctionne le processus, qui nous permet d'aboutir à une décision automatisée. Et si on n'a pas accès à ces documents-là, contrairement à cette situation spécifique, eh bien alors on va rencontrer des obstacles potentiels au stade de la preuve. Ce qui veut dire, et c'est l'enseignement que je tire de cette affaire-là, c'est que c'est très bien, dans les cas où on a ces éléments de preuve écrits, auxquels le droit de la non-discrimination peut être mobilisé. Néanmoins, on ne peut pas tirer de ce seul cas la conclusion que le droit de la non-discrimination est parfaitement opérationnel, est parfaitement mobilisable et permet d'obtenir gain de cause. Et donc on en arrive à mon acte 2, le doute quant à l'effectivité et l'opérationnalité pratique de ce droit classique de la non-discrimination pour contester ces pratiques des plateformes. Et ce doute, il m'est venu à la lecture d'une autre décision qui est plus récente, du 30 juillet 2021, qui a moins d'un an, qui a été rendue en Californie par un juge et qui concernait une action qui était portée par un chauffeur VTC contre son ancienne entreprise, la société Uber Driver, que vous connaissez évidemment. Et cette action, elle était fondée sur le Civil Rights Act. Vous connaissez sans doute le Civil Rights Act. Pour rappel, c'est typiquement une législation du droit de la non-discrimination, une législation antidiscriminatoire qui permet de contester des traitements défavorables fondés sur la prétendue race, sur la couleur de peau, sur la religion, mais aussi sur le genre. Et donc cette action qui était fondée sur le droit de la non-discrimination, elle concernait un autre dispositif qui n'était pas un dispositif de scoring cette fois. C'était ce qu'on appelle un Star Rating System, donc un dispositif de notation par étoile, qui était mis en place par Uber. Vous connaissez le principe. À la fin de votre course, vous sortez de la voiture et vous notez le chauffeur 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles si vous avez passé une mauvaise journée. Voilà, c'est des cas qui sont classiques, on les retrouve partout. C'est le même principe pour les avis Google. Petite parenthèse, moi c'est mon péché mignon, j'aime beaucoup aller regarder les avis Google. Je vous en ai mis un, par exemple pour le commissariat de Montgomery, la division Etterbeek. Quelqu'un qui me dit j'ai passé une nuit là-bas, pas très accueillant, l'ambiance pas top, le matelas était dur comme un banc, j'entendais les chiens aboyer. D'ailleurs ça m'a réveillé en pleine nuit, pour le petit-déj rien, même pas un café ou une couque au chocolat. Je vous dis pas à bientôt, je déconseille cet hôtel. Et vous trouvez aussi des dispositifs similaires, évidemment, alors c'était l'occasion de mettre des photos de vacances, c'est quand je suis rentré de Grèce il y a quelques mois, vous le trouvez partout dans les aéroports et pas que dans les aéroports. Voilà, c'est un dispositif qui est relativement familier. La difficulté qu'on a, c'est que dans le cadre des chauffeurs VTC qui travaillent pour Uber Driver, lorsque la notation moyenne du chauffeur VTC passe en dessous de 4,6 étoiles, il risque d'être déconnecté, d'être désactivé, c'est-à-dire de perdre l'accès à son compte, à son outil essentiel de travail, ce qui équivaut à une rupture de sa relation de travail, que l'on appelle salariat ou travail indépendant, peu importe. Dans tous les cas, il ne peut plus travailler pour sa compagnie et il perd son emploi. Et c'est ce qui était arrivé à un requérant, Thomas Liu, dans l'affaire que je voulais commenter. Et petite précision que j'ai oublié de faire, ce dispositif-là, il est valable aux États-Unis, mais il est évidemment valable partout ailleurs, en Belgique, en France, où vous voulez. Et je vous ai reproduit un passage qu'on retrouve sur le site internet de la société qui met, il peut arriver, donc en cas de note négative,
il peut arriver qu'un client vous attribue une note négative pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Ne vous inquiétez pas, une mauvaise note n'aura pas d'impact significatif sur votre moyenne. Cependant, comme indiqué dans la charte de la communauté Uber Eats, un taux de satisfaction de 90% est requis pour pouvoir continuer à se connecter à l'application Uber Driver. Et donc, le passage suivant le précise, lorsque la notation des chauffeurs commence à diminuer, l'entreprise va envoyer des notifications, des conseils pour améliorer sa conduite, pour améliorer sa notation. Néanmoins, lorsqu'on passe en dessous du seuil de 90%, malgré les notifications, eh bien la personne perd l'accès à son compte et donc concrètement sa relation de travail avec Uber est rompue. Et c'est ce qui fait que peut-être vous le trouverez un jour, peut-être vous l'avez déjà trouvé, on en arrive à des situations où les chauffeurs demandent directement à être notés 5 étoiles, pas parce que ça leur fait plaisir et que ça flatte leur ego, mais parce que c'est une condition sine qua non pour conserver leur emploi. Et j'en viens à ce que je voulais dire juste avant cette parenthèse que j'avais oubliée. C'est donc ce qui était arrivé au requérant Thomas Liu, qui était un chauffeur qui travaillait pour Uber aux États-Unis, en Californie, à San Diego, qui avait eu son compte, qui avait été désactivé parce que sa notation était passée en dessous de 4,6 étoiles sur 5, et il plaidait que ce système de notation par étoile, qui était pris en compte pour aboutir à la désactivation, en réalité avait vocation, en tout cas avait pour effet d'entériner les biais racistes, raciaux des clients, qui avaient donc, selon lui, tendance à moins bien noter les chauffeurs noirs, arabes et asiatiques que les chauffeurs non racisés, par exemple. Et il invoquait dans sa requête devant le juge californien différentes études. Donc ça, c'est un passage intéressant aussi qui montre qu'en droit, vous avez différentes sources. Vous n'utilisez pas que de la jurisprudence, du droit positif ou les faits du cas d'espèce. Vous pouvez aussi alimenter vos conclusions en tant que praticien d'éléments qui viennent des sciences sociales, des études statistiques, des études sociologiques. Bref, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est un autre débat. Mais ça montre que parfois il y a un apport intéressant. Cela dit, ici, ça n'a pas marché, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, il a invoqué 2 études. Les 2 premières qui étaient relatives à la pratique d'attribution des pourboires pour les chauffeurs de taxi aux États-Unis, à New York, qui avait révélé, qui avait été faite par des sociologues et qui montrait que les clients des chauffeurs de taxi avaient tendance à moins bien noter, distribuer de pourboires, à moins tipser tout simplement, que pour les chauffeurs noirs, arabes et asiatiques, que pour les autres chauffeurs, les chauffeurs blancs par exemple. Et donc il mobilisait ces études-là en disant, en substance, si on considère que l'attribution d'un pourboire est une forme de gratification par rapport à la performance qui est effectuée, ce qui est le cas, vous avez fait une bonne course, vous avez un bon pourboire, vous avez fait une mauvaise course, vous n'avez pas de pourboire ou un mauvais pourboire, eh bien alors on peut faire le rapprochement, et là en termes de raisonnement, d'argumentation juridique, vous êtes sur un raisonnement par analogie, on peut faire le rapprochement avec le système de notation par étoile qui était mis en place par Uber, puisqu'il s'agit de la même manière d'évaluer une performance, non pas en distribuant des pourboires, mais en mettant 5 étoiles ou 3 étoiles. Et il évoquait aussi une 3e étude qui concernait, alors non pas les chauffeurs de taxi, mais qui concernait Airbnb, pour montrer qu'il pouvait y avoir des biais raciaux de la part des clients qui n'étaient pas compensés par les mécanismes mis en place sur les plateformes. En l'occurrence, sur Airbnb, c'est une étude qui avait été réalisée à Berkeley, aux États-Unis, en Californie, et qui montrait que les clients de la plateforme Airbnb avaient tendance à moins réserver des logements qui étaient mis à disposition par des personnes asiatiques. Et lui-même, se décrivant comme étant d'origine asiatique, il utilisait cette étude-là pour dire c'est la même chose avec Uber Driver, simplement ça ne se manifeste pas le traitement défavorable par une non-réservation du logement, mais par une notation moindre. Malgré ces études-là, je vous l'ai dit, ça n'a pas marché. Le juge californien a rejeté sa demande pour défaut de preuve, puisqu'il a considéré que le requérant ne rapportait pas la preuve que sur la base de ce dispositif de notation, on aboutissait bien à une plus grande déconnexion des chauffeurs non blancs que des chauffeurs blancs. Précisément, Thomas Liu demandait devant ce juge californien une mesure d'instruction pour compenser cette carence d'éléments de preuve, et c'est cette mesure d'instruction-là qui lui a été refusée en considérant qu'il devait établir dès le moment de la mesure d'instruction qu'il y avait bien quantitativement, proportionnellement, statistiquement, de manière représentative, un désavantage empirique, mesuré, réel pour les chauffeurs non blancs. Et donc sur cette base-là, son action a été rejetée. Donc ici, pour revenir aux enseignements qu'on peut dégager de cette décision, on se rend compte qu'il peut y avoir
lorsqu'on mobilise le droit de la non-discrimination, des obstacles au stade de la preuve si on ne dispose pas des éléments qui permettent, par exemple ici, de documenter le fait que le dispositif de décision automatisée engendre effectivement un désavantage particulier pour certains groupes protégés par des motifs de discrimination. Alors évidemment, on peut nuancer un petit peu cette conclusion, puisque si on pense à l'affaire du tribunal de Bologne, le tribunal de Bologne, lui, s'était satisfait des éléments de preuve qui étaient accessibles sur le site de Deliveroo. Ici, l'exigence du juge californien, elle est plus importante. Il ne se contente pas simplement de l'explication fournie sur Internet qui précise qu'il faut un taux de satisfaction de 90%. Il exige que soit documenté empiriquement le désavantage pour les chauffeurs non blancs, alors que le tribunal de Bologne, lui, n'avait pas exigé qu'on documente empiriquement le fait que, oui, les livreurs qui étaient syndiqués, par exemple, qui participaient à des mouvements de grève, subissaient bien un désavantage particulier qui était empiriquement mesuré. Mais malgré cette nuance, pour moi, ce jugement, il a quand même le mérite de montrer deux choses. La première chose, c'est que si on passe par le droit de la non-discrimination pour contester ces pratiques des plateformes, eh bien, c'est basique, mais c'est au requérant qu'il appartient d'établir une présomption de discrimination. Je vous l'ai dit, c'est une exigence classique du droit de la non-discrimination. Et la deuxième chose, c'est que cette exigence probatoire, en réalité, elle va aussi dépendre de l'appréciation du juge. Et ça peut fluctuer d'un juge à l'autre. Alors là, on est dans des ordres juridiques différents, mais ça peut fluctuer aussi au sein d'un même ordre juridique en fonction de ce que le juge attend. Je pourrais revenir là-dessus, c'est un problème récurrent qu'on a avec des seuils d'exigence qui sont variables en fonction des juridictions en droit de la non-discrimination. Et donc, tout ça pour vous dire que cette décision, elle a fait émerger un certain doute sur l'opérationnalité du droit de la non-discrimination, et elle m'a poussé à aller chercher d'autres décisions pour essayer de voir quelle était la dynamique, et si effectivement ces obstacles étaient rédhibitoires, s'ils pouvaient être dépassés, et si oui, comment. Et quand on regarde d'autres décisions, on se rend compte qu'il n'y a pas que de possibles obstacles probatoires. Lorsqu'on mobilise le droit de la non-discrimination, on a aussi des stratégies contentieuses qui mettent de côté le droit de la non-discrimination et qui vont utiliser des outils qui n'étaient pas des outils qui ont été développés pour contester des discriminations, mais qui se révèlent dans les faits tout aussi, voire davantage efficaces que ce droit classique dont je vous ai parlé en introduction. Et j'en arrive donc à l'acte 3, la sensation de bascule, avec la mobilisation pour contester une discrimination automatisée, la mobilisation exclusive du RGPD, indépendamment de toute mobilisation du droit de la non-discrimination, qui a abouti à la sanction d'une discrimination automatisée, qui était aussi imputable à la même société, Uber Driver, sauf que là, on n'est pas aux États-Unis, on est au Royaume-Uni. Alors j'ai mis Cour d'Amsterdam, mais c'est bien la Cour d'Amsterdam qui a tranché, c'est juste que le siège de Uber est aux Pays-Bas pour des raisons fiscales qui sont assez évidentes. Et donc, les faits s'étaient bien déroulés au Royaume-Uni. Les faits étaient bien régis par le droit de l'Union européenne. Simplement, c'est cette Cour d'Amsterdam qui a tranché l'affaire, puisqu'elle était compétente en raison du ressort du siège, de l'emplacement du siège de la société. Pour être parfaitement transparent avec vous, il n'y a pas une décision qui a été rendue dans cette affaire. Il y a eu en réalité plusieurs recours parallèles qui étaient intentés par des chauffeurs VTC. Il y a eu 3 décisions rendues. Une de février 2021 que je vais commenter, où les requérants ont obtenu gain de cause, et 2 autres décisions qui ont été rendues non pas en février mais en mars 2021, où les requérants ont perdu. On pourra revenir sur ces 2 décisions-là ensuite si vous voulez. Je vais me contenter de commenter celle-ci. Alors dans cette affaire, ce qui était contesté, c'était les effets discriminatoires d'un dispositif qui était appelé Real-Time ID Check, c'est-à-dire un dispositif de vérification de l'identité en temps réel. C'est un dispositif qui a été développé par Microsoft. Je ne sais pas si Caroline Lequen, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de voir la présentation. Je ne sais pas si elle vous a parlé de ce dispositif-là, de reconnaissance faciale, non? Ok. Donc ça a été développé par, je suis désolé pour la qualité de la photo, développé par Microsoft, et c'était un dispositif utilisé par Uber depuis avril 2020 pour éviter les fraudes, éviter que des chauffeurs prêtent leur compte, les chauffeurs agréés par la société prêtent leur compte à d'autres personnes pour effectuer des courses, par exemple, quand après 10 heures de course, ils étaient fatigués, ils vont se reposer, pour éviter qu'à ce moment-là, ils prêtent leur compte à quelqu'un d'autre pour continuer à effectuer des courses et à engranger des profits, si on peut appeler ça des profits. Alors le système il est relativement simple. Au moment de commencer la journée, le chauffeur arrive dans sa voiture, il allume son téléphone, en tout cas il allume l'application, et il doit prendre un selfie. Il prend ce selfie et il l'envoie par le biais de l'application, et ce selfie est comparé par un système de reconnaissance faciale à de précédentes photos
de ce chauffeur VTC. C'est un système qui fonctionne, je crois que Benoît vous en a parlé, David aussi vous en a parlé, sur la base du machine learning. Et donc, le dispositif va vérifier la correspondance ou l'absence de correspondance de la photo transmise avec les précédentes photos envoyées par le chauffeur. Et s'il n'y a pas de correspondance détectée, eh bien, la licence du chauffeur est annulée. Et par voie de conséquence, là encore, son compte est désactivé et il perd l'accès à un outil de travail essentiel, donc il perd son emploi, indépendamment de la question de savoir si c'est un licenciement parce qu'il est salarié ou si c'est juste une rupture de la relation de travail d'un indépendant. Et donc on avait plusieurs chauffeurs qui avaient vu leur compte désactivé parce que ce dispositif de reconnaissance faciale n'avait pas détecté la correspondance entre la photo envoyée et les précédentes photos qu'ils avaient transmises en se connectant à l'application les jours, les semaines, les mois, les années précédentes. Et ils considéraient que le défaut de reconnaissance faciale dans leur cas, était imputable à leur couleur de peau. Et là, vous avez toute une série d'études dont on vous a peut-être déjà parlé, ou que vous avez déjà croisé à d'autres occasions, qui montrent non pas que tous, mais que certains dispositifs de reconnaissance faciale ont effectivement, sont moins performants lorsque, par exemple, ils sont face à des personnes afro-américaines, des personnes de couleur de peau noire. Vous avez une étude du MIT qui était mobilisée. Là encore, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les sources de l'argumentation juridique sont plurielles. Vous avez aussi d'autres éléments que la jurisprudence ou le droit positif. Et donc, il y avait des études qui étaient mobilisées. Cette étude du MIT, à un autre niveau, ce n'était pas mobilisé évidemment, mais je vous l'ai mis pour l'information. Vous avez un documentaire qui parle de ça, qui s'appelle Coded Bias, qui est accessible sur Netflix. C'était l'instant promotion de la séance. Et vous avez de manière plus approfondie des travaux, notamment de l'Institut Alan Turing, sur cette question. Et autre précision aussi, le PDG de Microsoft lui-même, en 2019, avait dit que son dispositif n'était pas au point sur cette question-là. Et alors que le dispositif devait être utilisé par les forces de police aux États-Unis, cette mise à disposition, cette utilisation du dispositif avait été retardée précisément parce que il fallait corriger ces biais-là qui étaient encore présents dans le dispositif à ce moment-là. Alors ce qui est intéressant avec cette affaire, pour moi, par rapport à l'interrogation que j'avais, c'est le fait que le processus de décision automatisée n'était pas du tout, enfin la décision automatisée n'était pas du tout contestée par le biais du droit de la non-discrimination. Elle était contestée exclusivement sur la base du RGPD. Ça a été évoqué, je crois, dans la première séance que vous avez eue. Le RGPD, vous savez, l'article 22 prévoit que toute personne qui est sujette à une décision individuelle automatisée a le droit d'obtenir une intervention humaine, c'est-à-dire une vérification de la part d'une personne humaine que la décision est bien fondée. Or, en l'état, il n'y avait pas eu de vérification humaine, ni pour vérifier l'absence de correspondance des photos, celles envoyées et les précédentes, ni pour traiter les contestations qui avaient été formulées par les chauffeurs à l'issue de la désactivation des comptes. Et donc la Cour d'Amsterdam reprend parfaitement cet argumentaire, elle acte le fait que les décisions de déconnexion avaient été prises à l'issue d'un processus exclusivement automatisé, elle annule la décision de déconnexion des comptes, elle ordonne sous astreinte la réactivation des comptes, ce qui équivaut en droit du travail à une forme de réintégration, et elle prononce, alors je crois que selon les cas, c'était entre 8 000 et 20 000 euros de dommages-intérêts. Voilà. Et ce jugement, par rapport à l'interrogation que j'avais, il est intéressant parce qu'il dit deux choses assez simples, mais la première, c'est qu'il est possible de contester des discriminations automatisées en se fondant exclusivement sur d'autres instruments que le droit de la non-discrimination. Ici, le RGPD, même si c'est pour des motifs procéduraux comme l'absence d'intervention humaine. Et la deuxième chose, c'est que les exigences probatoires, en cas de contestation d'une discrimination automatisée sur le fondement du RGPD, peuvent s'avérer plus faciles à satisfaire que les exigences probatoires qu'on va rencontrer lorsqu'on mobilise le droit de la non-discrimination, puisqu'ici, on ne demande pas au chauffeur de démontrer que les déconnexions avaient bien empiriquement pour effet de davantage déconnecter des chauffeurs perçus comme noirs, arabes ou asiatiques. On se contente simplement de l'obligation positive de la plateforme qui était de mettre en place cette vérification humaine, ce qu'elle n'a pas fait. Alors là aussi on peut nuancer, je ne cherche pas à être caricatural, je vous l'ai dit, je vous soumets des impressions, on peut en discuter. Ce sont les premières décisions qui sont rendues en Europe, il n'y en a pas beaucoup. L'enseignement pour moi reste celui-ci. On a une utilité d'instruments qui n'ont pas été conçus pour lutter contre les discriminations initialement, pour contester ces discriminations automatisées, en complément ou en alternative du droit de la non-discrimination plus classique.
Et si on regarde les autres décisions rendues, les quelques autres décisions rendues ces derniers mois, eh bien on se rend compte que cette utilité, elle est confirmée. Donc j'en viens à mon acte 4, l'avènement du RGPD, avec ce point d'interrogation, parce que toujours ça va dépendre évidemment des mouvements jurisprudentiels et des interprétations, des actions qui vont être posées, des interprétations qui vont être retenues par les juridictions. Cette sensation d'un avènement du RGPD qui démontre tout son potentiel, elle apparaît lorsqu'on considère une autre décision qui a eu lieu en Italie, qui est une décision qui a été rendue à l'encontre de la société Foodinho. Alors j'ai mis Foodinho/Globo parce qu'en fait, Foodinho, c'est une plateforme qui est possédée par un groupe espagnol plus large qui s'appelle Globo et qui possède différentes plateformes, et elle a été rendue par l'autorité de protection des données personnelles en Italie. Cela dit, je précise tout de suite que l'autorité de protection des données personnelles en Italie, elle a beaucoup de pouvoir. Elle peut rendre des sanctions administratives et des sanctions pénales. En l'occurrence ici, les sanctions qu'elle rend sont assimilées à des sanctions pénales, donc il ne s'agit pas d'une prise de position qui n'a pas de force exécutoire, qui est simplement déclarative et à laquelle on ne devrait accorder que peu d'importance. Au contraire, elle est assez audacieuse et on peut considérer qu'elle a une force exécutoire. Cette décision, elle s'est soldée par une amende record à hauteur de 2,6 millions d'euros contre cette entreprise Foodinho. Et alors les faits ressemblaient un petit peu à une compilation des deux premières affaires que j'ai évoquées avec vous, avec à la fois un système de scoring qui évalue les performances des livreurs sur la base de différents indicateurs, et un star rating system, un dispositif de notation par étoile, sachant que là encore, vous aviez en fonction du score un accès prioritaire aux plages horaires de travail et aux zones de livraison. Donc si vous raisonnez en matière de discrimination, vous vous dites c'est potentiellement une discrimination dans l'accès à l'emploi et dans la jouissance des conditions de travail, puisque ce score déterminait à la fois le choix du nombre d'heures travaillées et les zones de livraison pour accomplir ces heures de travail. Alors les éléments pris en compte dans ce dispositif de scoring étaient plus nombreux que pour Deliveroo. Vous aviez là encore un indice de participation pour les heures de haute activité vendredi, samedi, dimanche soir. Vous aviez aussi un indicateur équivalent à l'indicateur de fiabilité qui en réalité consistait à prendre en compte la réactivité des livreurs en cas d'attribution d'une commande à la dernière minute. Vous aviez un indicateur de résultat qui tenait compte du nombre de commandes effectivement livrées par un coureur cycliste. Et puis vous aviez un dispositif de notation, un star rating system avec le feedback du restaurateur, même principe de 1 à 5 étoiles, et le feedback du consommateur, même principe de 1 à 5 étoiles également. Et la question qui était posée à l'autorité de protection des données personnelles en Italie, c'était déterminer quelle était la légalité de ce dispositif par rapport au cadre juridique de protection des données personnelles, puisque, je vous le rappelle, c'est une autorité de protection des données personnelles, donc elle se positionne exclusivement par rapport à ce cadre-là. Mais dans sa décision, ce qui était soulevé, c'était aussi la légalité du dispositif, eu égard au fait que celui-ci pouvait engendrer des effets discriminatoires. Et alors là, la réponse qui est formulée par cette autorité, elle est intéressante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle confirme la sensation de l'utilité du RGPD pour contester des discriminations automatisées lorsque on considère l'absence d'intervention humaine, puisqu'ici, là encore, l'attribution du score était entièrement automatisée, il n'y avait aucune vérification humaine, aucune validation humaine. L'autorité nous dit d'abord qu'il y a une violation de l'article 22 du RGPD, j'ai mis dans son volet procédural parce qu'on se réfère à cette obligation de prévoir une intervention humaine. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que, au-delà de cette question procédurale, elle va considérer que le dispositif était illégal dans la mesure où il pouvait engendrer des effets discriminatoires. Et pour considérer cela, elle se positionne exclusivement par rapport au RGPD. Et elle dit deux choses. Elle nous dit d'abord, les effets discriminatoires n'avaient pas été atténués parce qu'il n'y avait pas eu d'analyse d'impact pour compenser le biais possiblement discriminatoire du système de scoring relatif à l'usage et à la collecte des données. Donc, il n'y avait pas eu d'analyse d'impact qui visait à déterminer si le traitement était susceptible de créer une discrimination. Elle renvoie au considérant 75 du règlement, qui est un des seuls endroits dans le RGPD, alors il y en a quelques-uns, j'exagère, il y a 3 considérants notamment, qui mentionnent la question de la discrimination, mais vous n'avez pas de disposition qui dit concrètement que
la discrimination est interdite, vous trouvez le terme de manière un peu plus diffuse, notamment au niveau des considérants. Et donc, premier rapport, c'est ça. Elle se positionne exclusivement par rapport au RGPD et elle dit il n'y a pas eu de compensation des effets discriminatoires, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'analyse d'impact de qualité, analyse d'impact qui est prévue par l'article 35, donc il y a eu violation de l'article 35. Et deuxièmement, elle va expliquer que les garde-fous n'étaient pas non plus suffisants pour compenser plus spécifiquement le système de notation. Donc là, on ne parle pas plus généralement du système de scoring qui tient compte de la participation, de la fiabilité, de la réactivité et du nombre de commandes livrées. On se concentre plus spécifiquement sur les effets du Star Rating System et du fait que ce feedback, ce système de notation, pouvait avoir des effets discriminatoires qui n'avaient pas non plus été prévenus en amont. Et on va considérer qu'il y a une violation de l'article 22 du RGPD, non plus simplement en ce qu'il prévoit une intervention humaine, mais puisque dans le point 3, l'article 22 du RGPD précise que le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, y compris donc pour la sauvegarde du droit à la non-discrimination. Pour synthétiser, cette décision, elle me paraît assez intéressante puisque elle révèle ce potentiel du RGPD, notamment de ces deux articles, l'article 22 et l'article 35 du RGPD. Deux points. Premier point, c'est pas aux subordonnés ou aux salariés d'apporter la preuve d'un effet discriminatoire du système de scoring ou du système de notation, si on passe par le RGPD. Ce qui avait fait encore une fois obstacle à l'affaire de Thomas Liu en Californie. C'est à la plateforme elle-même de démontrer qu'elle a mis en œuvre les moyens nécessaires pour se prémunir des possibles effets discriminatoires. Et là, j'insiste sur le fait que dans sa décision, encore une fois, les effets prétendument discriminatoires ne sont pas documentés. On parle simplement de possibles effets discriminatoires qui n'ont pas été compensés parce qu'il n'y a pas eu de garde-fous qui ont été mis en œuvre en amont. Et on peut identifier trois obligations positives au titre du RGPD. La première, c'est au titre de l'article 22, prévoir une intervention humaine pour invalider et réexaminer, le cas échéant, les décisions discriminatoires prises par les systèmes de gouvernance algorithmique. La deuxième obligation positive, c'est mettre en place une analyse d'impact de qualité qui s'intéresse aux potentiels effets discriminatoires des modes de gouvernance interne automatisés des plateformes. Et la troisième obligation positive, c'est prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la non-discrimination. Cette formule, elle est extrêmement large, évidemment, et les autorités de protection des données personnelles pourront y mettre un petit peu ce qu'elles veulent au fur et à mesure de leurs interprétations. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette formule, on ne sait pas quels sont les garde-fous précisément que les plateformes et les autres acteurs doivent mettre en place pour éviter ces biais discriminatoires. On a simplement une porte d'entrée qui permet de créer des obligations positives et qu'il incombera que les juridictions et les autorités de protection des données personnelles devront préciser au fur et à mesure. Et alors, pour en revenir au point de départ, sur l'affaire de Deliveroo, l'autorité de protection des données personnelles en Italie, elle a aussi rendu une autre décision cet été, que je ne vais pas commenter en détail, mais que vous pourrez aller voir si vous voulez, qui concernait le dispositif de scoring utilisé par Deliveroo. Elle s'est positionnée exclusivement par rapport au cadre, au régime juridique de protection des données personnelles. Elle a sanctionné le dispositif, y compris parce qu'il était en mesure d'engendrer des effets discriminatoires, et elle a sanctionné Deliveroo à 2,5 millions, donc je vous rappelle c'est une amende pénale, 2,5 millions d'euros d'amende. Pour rappel, la solution du tribunal ordinaire de Bologne, c'était 50 000 euros de dommages-intérêts. Donc même si on s'intéresse à la question de l'efficacité de la sanction et du caractère dissuasif de cette sanction, il semble aussi qu'il y a un intérêt particulier à mobiliser le RGPD pour contester ces discriminations automatisées. Dernière précision avant de conclure, il y a un autre rapport du RGPD que j'ai pas encore évoqué, qui se retrouve dans les deux autres décisions qui ont été rendues par la Cour d'Amsterdam dans l'affaire des chauffeurs qui les opposaient à Uber Eats, Uber Driver en l'occurrence. Et cet apport-là, c'est non plus simplement sur l'intervention humaine, sur l'analyse d'impact ou les garde-fous, les mesures nécessaires pour garantir le droit à la non-discrimination et d'autres droits et libertés. C'est vraiment ce qui concerne la question de la transparence, de l'accès à l'information. En l'occurrence, on a deux dispositions qui sont d'une grande utilité, l'article 15 et l'article 30 du RGPD. Ici, je refais le parallèle avec le droit de la non-discrimination. Ce qui se passe en droit de la non-discrimination de manière classique quand on mobilise ce corpus de texte pour contester des traitements défavorables injustifiés par rapport à des motifs, des caractéristiques protégées, c'est que lorsqu'on n'a pas des éléments de preuve accessibles, on peut demander une mesure d'instruction. Si possible, ça dépend des procédures nationales, mais en amont du procès, des
ça varie selon les ordres juridiques, mais ça peut être des procédures de discovery. Je suis désolé, j'ai pas été formé en droit belge, donc je vous prie de m'en excuser, mais en droit français, par exemple, on parle de mesures d'instruction in futurum qu'on peut obtenir en référé, donc avant le procès, et qui permet, par exemple, de demander, avant même d'intenter l'action, au défendeur de nous donner des éléments d'information qui expliquent quel a été le processus qui a abouti à la prise de décision. La difficulté, c'est que même pour obtenir ces mesures d'instruction, et on l'a vu dans le cadre aux États-Unis avec l'affaire de Thomas Liu, il y a quand même une exigence minimale, il faut apporter un commencement de preuve et démontrer un objectif légitime, et parfois, ne serait-ce que ces exigences, eh bien, elles sont assez compliquées à satisfaire, et parfois on n'arrive pas, tout simplement, les requérants n'arrivent pas à les satisfaire. Eh bien ici, face à cette problématique-là, on a un autre rapport du RGPD, qui est l'article 15, qui prévoit un droit d'accès, un droit à l'information. Cet article précise que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'accès aux données utilisées par exemple pour un profilage, l'accès aux données à caractère personnel, ainsi que les informations suivantes, des informations utiles concernant la logique sous-jacente au profilage, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. Donc on a une porte d'entrée pour, et c'est pas un droit de demande, hein, c'est un droit d'accès, c'est-à-dire qu'il y a une obligation, sous réserve que la demande soit précise malgré tout sur les éléments que l'on souhaite se voir communiquer, c'est un droit d'accès à ces documents et l'obligation, par exemple la plateforme a l'obligation d'y répondre positivement si la demande n'est pas trop générale, et c'était l'apport d'ailleurs des décisions de la Cour d'Amsterdam en mars 2021, c'était que la demande ne doit pas être trop générale, elle doit quand même être précisée. Et le deuxième article utile, c'est l'article 30 du RGPD qui prévoit une obligation de consignation des données et des mécanismes du traitement, par exemple du profilage, puisque chaque responsable du traitement des données personnelles tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Donc non seulement avec le RGPD, on a une charge de la preuve qui est plus facile à satisfaire que si on mobilise le droit de la non-discrimination avec les obligations positives, mais en plus, lorsqu'on n'a pas du tout d'éléments de preuve, on a aussi des moyens, des portes d'entrée qui permettent plus facilement que par le droit classique de la non-discrimination d'obtenir la communication de certains éléments. Alors, l'effacement, je suis pas en train de dire qu'il va y avoir un effacement complet du droit de la non-discrimination au profit du RGPD. Simplement, cette utilité du RGPD, elle est manifeste, elle va dépendre de plusieurs éléments, l'appropriation du RGPD par les magistrats, par les plaideurs, par les avocats, les interprétations qui vont en être faites, notamment de l'article 22 par les autorités de protection des données personnelles, par les juridictions. Mais d'ores et déjà, si on se place par rapport à la tentative, à l'interrogation que j'avais formulée, ce que l'algorithme fait à la discrimination, simple enjeu technique ou changement de paradigme, vous avez bien compris que je me place du point de vue du praticien. Qu'est-ce que ça change que la discrimination repose sur l'utilisation d'un algorithme et résulte de processus de décision automatisés? En réalité, j'ai pas envie de trancher, il y a à la fois les deux, il y a un simple enjeu technique et un changement de paradigme. Le simple enjeu technique, il n'est pas extrêmement difficile à dépasser, mais du point de vue des plaideurs, on va plus pouvoir se contenter simplement de mobiliser le droit de la non-discrimination pour contester ce type de traitement défavorable imputable aux plateformes. Il va falloir former les plaideurs pour qu'ils allient à la fois le droit des données personnelles et le droit de la non-discrimination pour pouvoir contester efficacement ces types de discrimination, qu'ils soient formés aux deux, qu'ils les mobilisent alternativement ou de manière complémentaire, mais on peut plus simplement avoir une approche des discriminations par le biais de ce droit classique, et il faut s'intéresser au droit des données personnelles. Pour l'anecdote, on donnait avec Isabelle Rorive en février dernier une formation à des agents d'une institution qui est équivalente à une IA, et précisément un des points de la formation, c'était d'avoir cette introduction au droit des données personnelles et au RGPD, parce qu'il devient central, et les agents de cette institution exprimaient clairement le fait que face notamment aux affaires qui impliquaient des plateformes, ils se retrouvaient assez vite bloqués avec les outils à disposition, et tout l'enjeu va donc être d'aller mobiliser ce type de ressources du RGPD, en plus du droit classique. Et sur le changement de paradigme, alors on vous l'a dit au début, normalement ça devait être une intervention à deux voix, et on devait vous apporter aussi d'autres éléments pour traiter cette question du changement de paradigme. Néanmoins, si
si je me prononce, et on peut en discuter de manière très libre dans les échanges, sur un éventuel changement de paradigme, je dirais qu'il y a quand même deux glissements. Je vous avais expliqué que la fonction du droit de la non-discrimination, c'était d'organiser un contrôle a posteriori de certaines inégalités apparentes de traitement. Et c'est un contrôle qui est effectué soit par des autorités extra-juridictionnelles comme l'INIA, l'UFH, soit par des autorités juridictionnelles, le plus souvent. Mais ici, si on considère la montée en puissance, enfin, on verra, mais si ces obligations positives, on leur donne, au titre du RGPD, on leur donne une teneur de plus en plus importante au fur et à mesure, eh bien, on va avoir deux glissements. Le premier glissement, c'est qu'on va passer d'une approche sanctionnatrice et réparatrice a posteriori, des traitements défavorables que l'on qualifie de discrimination, où on va annuler la mesure discriminatoire et réparer le préjudice engendré, à une approche plus préventive de la discrimination qui va être fondée sur la mise en place de garde-fous, par exemple les études d'impact ou les mesures nécessaires au titre du volet substantiel de l'article 22. Donc on a ce changement qui peut paraître assez anodin. Il y a plein de droits qui connaissent ces deux dimensions, la dimension répressive, la dimension préventive. En droit de la non-discrimination, honnêtement, la dimension préventive, elle est extrêmement marginale, pour la simple raison que tout l'enjeu du droit de la non-discrimination, jusque-là, est d'apprécier la justification ou l'absence de justification. Et donc, pour apprécier cette justification ou cette absence de justification, puisque tout l'enjeu, c'est de déterminer s'il y a discrimination ou non, c'est une juridiction habilitée à poser, pour reprendre des termes de théorie du droit de Kelsen, une interprétation authentique, c'est-à-dire qui détermine la signification normative d'une qualification juridique. C'est cette juridiction qui devait déterminer si oui ou non il y avait discrimination. Ici, et c'est le deuxième glissement, au-delà de l'approche répressive à préventive, on passe d'une qualification a posteriori de la discrimination, et c'était tout l'enjeu de ce droit classique, interprétation authentique de la part des juridictions, à nécessairement, pour s'acquitter de ces obligations positives, une obligation pour les plateformes et pour d'autres acteurs de chercher à formuler des pronostics sur ce qu'est ou non une discrimination. Sauf que l'interprétation qu'elles vont poser n'est pas une interprétation authentique. Elles vont faire un pronostic sur ce qui serait justifié, ce qui serait pas justifié, en essayant d'anticiper les interprétations juridictionnelles. Et donc on peut avoir ces deux glissements-là. On passe d'une approche répressive à préventive, et on a un changement dans la personne qui va, peut-être de manière la plus fréquente, interpréter ce qu'est une discrimination. On passe de l'interprétation authentique des juridictions à l'interprétation non authentique des plateformes, entre autres. Et je vais m'arrêter là, évidemment on peut discuter du reste. Merci.